Eh bien bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de la 20e édition du festival photo La Gacilly. Nous nous sommes installés au centre culturel Artemisia pour vous présenter le festival, ce que vous allez voir et quels seront les photographes qui seront ici exposés du 1er juin au 1er octobre. Pour les personnes qui sont dans la salle, je vous demanderai à bien vérifier que vos téléphones sont sur silencieux. Et pour les personnes qui nous suivent à distance via Visio, sachez que vous pourrez poser vos questions à la fin de cette présentation via le chat, puisque je relayerai à ce moment-là vos questions. Avec Jacques Rocher, fondateur du festival, Auguste Coudray, qui en est le président, Stéphanie Retière-Secret, la directrice, et Cyril Drouet, le commissaire des expositions. Nous allons donc vous dévoiler ce qui va vous attendre dans les prochains mois ici. Et pour débuter, je propose à Jacques Rocher, qui est maire de la Gacilly et fondateur du festival, de venir nous rejoindre sur scène pour introduire cette conférence de presse. Merci Arnaud. Bien, bonjour à toutes et à tous. 20 ans, voilà, 20 ans. Ça passe vite. Je vais juste faire une rétro par rapport à ces 20 ans. Simplement, en fait, on a créé ce festival par passion. Passion pour la photographie. Moi, j'ai commencé à aimer la photographie à l'âge d'une douzaine d'années grâce au photographe de la Gacilly, Jean-Baptiste Thierry. J'allais faire des tirages chez lui, etc. Passion pour cette relation que nous avons avec la nature et passion pour ce village où mon père et ma mère sont nés et voilà, où nous sommes très attachés. Et en fait, dès le commencement, on s'est dit on va transformer le village en galerie d'art. Puisqu'on n'a pas de patrimoine bâti, on va faire en sorte que les expositions soient ouvertes au grand public, et ceci dans les ruelles, dans les jardins, etc. Et ça, pour nous, c'était très important. Deuxième point qui est très important, c'est que la photographie est un art assez essentiel aujourd'hui dans notre société. Et j'ai toujours qualifié les photographes comme des éclaireurs, et en particulier sur des sujets de société. On le voit, l'aspect environnemental a énormément évolué ces dernières années. Et il y a plus d'une dizaine d'années, on parlait déjà des réfugiés climatiques. Et donc, pour nous aussi, les sujets de société liés à cette relation qu'on entretient avec cette planète bleue et verte et la nature étaient essentiels. Et je pense que au fil du temps, on a su montrer, encore une fois, grâce au talent des photographes, toute cette dimension-là, tout en n'oubliant pas, j'ai une caractéristique qui est pour nous très importante, une dimension humaniste. Il faut voir que la photographie en France, la photographie humaniste en France a compté beaucoup. On a eu des grands photographes, justement, qui nous ont donné cette vision, cette relation que ont certains photographes avec l'humanité. Et pour nous, c'était un élément essentiel. Autre élément essentiel dans la démarche, c'est justement exprimer une photo plurielle. Souvent, on met la photographie dans des ghettos. Et moi, je suis contre les ghettos. Et donc, une photographie liée au photoreportage, une photographie artistique, une photographie historique, une photographie aussi de proximité, liée en particulier au département du Morbihan qui nous accompagne depuis le début, avec une commande photographique. Et au fil du temps, effectivement, on a traité ces sujets qui nous paraissent essentiels, qui sont à la fois des sujets de proximité, parce que ça parle aux gens, et en même temps, des sujets qui nous amènent très loin au regard de certains photographes qui nous ont exprimé différents sujets à travers le monde. Et puis, un point aussi essentiel pour nous, c'est l'accessibilité auprès du grand public. Je me plais à répéter que nous n'avons jamais eu de ministre de la Culture qui sont venus. C'est pas faute de les avoir invités, mais c'est pas grave. Ça nous a pas empêché d'exister. Mais on est le festival en France qui voit le plus de personnes, 300 000 personnes. Et surtout aussi
D'abord, il est offert, ce festival, et deuxièmement, il est dans un milieu rural, et bien souvent, un milieu rural, on manque d'expression culturelle, et puis aussi, il permet à tout à chacun, et quelques personnes qui ne seraient jamais rentrées dans une galerie, de découvrir la photographie et de s'ouvrir vers le monde. Et puis, en dernier point, le festival, c'est une histoire, et je tiens à remercier 2 personnes, parce que c'est comme une entreprise, ça commence avec une utopie, puis on se dit, est-ce que, voilà, on va continuer. Les 2 personnes, en l'occurrence, c'est Thierry Corollaire, qui est ici présent, qui dès le début nous a accompagnés, et bien évidemment Auguste Coudray, qui est toujours le président du festival. Et enfin, remercier aussi, bien sûr, toute l'équipe actuelle, et puis les bénévoles, parce qu'un festival comme celui-ci, il doit avoir des ressources financières, et ces ressources financières viennent quand même en grande partie du privé, mais également aujourd'hui du public, que ce soit la région, l'État, la région, le département du Morbihan, et qui souhaite mettre en avant le festival comme étant un grand festival pour le département, la communauté de communes et la mairie de la Gacilly. Voilà, un grand merci à vous, et surtout longue vie au festival, parce que voilà, 20 ans, ce n'est que le début de l'existence. Merci à vous. Merci Jacques Rochet. J'invite à présent Auguste Coudray, donc le président du festival, à son tour à venir et à prendre la parole. Un grand merci à vous. C'est toujours un grand bonheur, un grand plaisir de revoir ce que j'appelle moi la famille qui tous les ans pour nos conférences de presse se réunit à la Gacilly. Je tiens aussi à remercier les 80-90 personnes qui sont en relation avec nous, mais en distanciel. Là, au moment où je vous parle, ils sont derrière leur écran et assistent avec nous à cette conférence de presse. Ici, si j'ai bien compris, nous sommes entre 60 et 70, ce qui veut dire quand même que cette conférence de presse dédiée aux 20 ans du festival continue vraiment à intéresser tout le monde. Donc, un grand merci à vous. Avec un peu de recul, j'ai vraiment plaisir à penser que les photos du festival s'apparentent à ces mélodies du matin entendues entre odeurs de café et tartines grillées. Vous savez, ces mélodies qui se nichent là et ne vous quittent pas de la journée. Allez savoir pourquoi. Il en suffit d'une de ces photos pour vous séduire, vous interpeller, vous transformer, vous émerveiller. Elle capte votre regard et vous touche au plus profond. Alors à ce moment, vous vous sentez vivant, avec cette force de résister à l'enlisement, de résister à l'indifférence et de résister au populisme ambiant. Nul ne sait l'impact qu'aura cette photo dans votre vie. Nos photos relèvent d'un ailleurs, d'un subtil, d'un beau et touchent l'intime. C'est pour cette raison que depuis 20 ans, le festival photo, avec force, envie et conviction, continue à vous émouvoir, à vous sensibiliser et vous partager son espoir d'un monde responsable. Un grand merci à tous ces photographes que nous avons exposés depuis 20 ans. Certains d'entre eux continuent d'ailleurs à nous photographier du ciel là où ils ont élu domicile. Un grand merci à tous nos partenaires, publics et privés, sans lesquels le festival ne pourrait exister et ne pourra continuer. Un merci particulier à chacun d'entre vous qui régulièrement venez au festival, seul, en famille, entre amis. Un grand merci et un merci appuyé aux membres de l'équipe et à tous ces bénévoles, plus de 90, qui, très régulièrement, voire quotidiennement,
contribue à positionner le Festival de la Gacilly comme étant un événement d'exception, accessible à toutes et à tous. On n'a qu'une fois 20 ans dans sa vie. Alors, joyeux anniversaire et longue vie au festival. Merci Auguste Coudray. J'appelle à présent Stéphanie Retière, Secret, la directrice du festival, également pour un mot d'introduction. Bonjour à tous et merci effectivement d'être à nos côtés ce matin pour cette conférence de presse, aux personnes ici présentes à la Gacilly et celles qui nous suivent à distance. Alors évidemment, c'est toujours un moment particulier, cette conférence de presse, et pour une année en effet particulière, puisque nous célébrons nos 20 ans. Alors je vais m'essayer à décrire un petit peu le festival, et puis on peut le faire de plusieurs manières, comme vous l'avez vu à l'instant. Mais je ne vais pas vous parler de ce village dans les images, comme Jacques Rochet a pu vous le raconter, ces scénographies incroyables qui sont renouvelées chaque année pour permettre à quelques 300 000 visiteurs, désormais, de déambuler de manière immersive dans les jardins et les ruelles du village. Je ne vais pas non plus vous décrire le festival du point de vue de sa programmation, cette ligne éditoriale qui n'a pas dévié depuis 20 ans autour de cette photographie engagée sur l'environnement et nos sociétés et tous les artistes que nous avons pu exposer. Je vais choisir de vous parler du festival à travers celles et ceux qui le font. Et en particulier, je voudrais le présenter de manière collective, car effectivement, c'est un collectif, ce festival. C'est d'abord un collectif d'artistes, et vous allez découvrir la programmation que Cyril Drouet, commissaire des expositions, va vous proposer pour cet été, avec 20 photographes. Mais au final, depuis 20 ans, c'est plus de 300 photographes que nous avons exposés, et des photographes qui sont tous réunis au travers du souci du vivant, au travers du souci de notre environnement. Cette énergie collective, c'est également l'énergie de toute une équipe que je salue et que je remercie puisqu'elle est ici présente. Et puis effectivement, Auguste l'a souligné, les 90 bénévoles qui nous accompagnent toute l'année, pas seulement pendant la période du festival, pour préparer, installer, concevoir à nos côtés. Et enfin, ce collectif, c'est toute cette communauté de partenaires, publics, privés, engagés auprès de l'association du Festival Photo La Gacilly, non seulement sur les valeurs que l'on porte, les valeurs environnementales, mais également dans son souci d'intégration et d'inscription dans son territoire rural, qui est le village de La Gacilly, en Morbihan, en Bretagne. Alors sans plus attendre, puisqu'on est d'abord réunis ici pour découvrir cette 20e édition, je vous propose qu'on lève le voile sur la programmation de cette 20e édition. Merci Stéphanie Retière, Secret. Et je vous invite d'abord, au sens propre comme au sens figuré, Auguste Coudray, à lever le voile sur la première image du festival, qui est évidemment l'affiche, et nous en dire un petit mot. Alors moi, j'aimerais que vous comptiez jusqu'à 3 avec moi. Ça vous va ? On y va ? Allez-y. 1, 2, 3. Et voilà. Pour la 9e année, cette affiche continue à être créée par Michel Bouvet, les ateliers Michel Bouvet, que je remercie en ligne parce qu'il est derrière son écran. Et comme vous le voyez, une affiche très colorée. On a souhaité que cette affiche pète les couleurs pour donner plein d'espoir. Donc un grand merci à toi Michel et ravi de te revoir très très vite à la Gacilly. Voilà. Avec une thématique dont parlera Cyril tout à l'heure, qui est inscrite en bas ici, la nature en héritage. Merci à toi Michel. Merci à tous les deux, on va vous retrouver tout à l'heure. Il y avait un petit indice pour les gens qui sont ici, c'est évidemment tous les bruits d'oiseaux que vous avez entendus avant la conférence de presse et que vous retrouverez à la toute fin. J'invite donc à présent Cyril Drouet, qui est ici commissaire des expositions, à venir. Donc la première édition, c'était en 2004. Quel était l'état du monde dans la manière dont vous l'avez présenté par les photographies exposées à l'époque? Alors oui, c'était il y a 20 ans, en fait 19 ans, parce que 20 ans, forcément, ça ne serait pas 2003, mais c'était 2004. Donc 2004, c'était hier. Et c'est vrai que le village de la Gacilly ouvrait pour la première fois ses jardins, ses venelles, aux artistes photographes. Et là, je tiens à nouveau, pardonnez-moi, c'est la journée des hommages, c'est 20 ans, mais rendre hommage au rêve un peu fou des deux personnages, je les appelle comme ça, parce que je trouve que ce sont vraiment des personnages, qui sont ici, qui ont parlé. Je pense à Jacques Rochet, qui est maire de la Gacilly, qui est fondateur du festival,
Rêve un peu fou parce que installer l'art dans l'espace rural, ça paraît déraisonné, surtout aujourd'hui. Rivaliser avec les grandes manifestations photographiques qui étaient Visa ou Arles, c'était un rêve un peu fou et c'est un pari réussi. Et puis promouvoir une écologie positive, engagée mais positive, c'était aussi un rêve un peu fou. Donc hommage à Jacques, hommage aussi, bien sûr, à Auguste, président depuis le début, président du festival, qui rêvait, comme on l'a dit, d'un village dans les images, mais qui n'a pas lui-même la tête dans les nuages et qui a bien les pieds sur terre. Donc cette année-là, c'était en 2004, Franck Horvat, Arnaud Baumann, Sana Canisto et quelques autres pionniers sont venus sur cette terre de la Gacilly avec leur talent pour offrir au public leur vision singulière sur une nature qu'ils voulaient magnifier comme une ode à respecter la fragilité de notre monde. Alors c'était en 2004, c'était hier, et le dérèglement climatique semblait encore lointain dans les préoccupations de nos concitoyens. Et pourtant, en 2004, des cataclysmes sans précédent auraient dû nous alerter. Je vais vous faire un petit rappel de cette année 2004. En 2004, il y a eu des inondations dévastatrices au Bangladesh, une sécheresse inhabituelle au Kenya, qui a affecté plus de 2 millions d'habitants à l'époque. Il y a eu une vague de froid au Pérou, une vague de froid sans précédent, avec des moins 25 degrés dans les plaines du Pérou. Et puis en décembre, souvenez-vous, ça a parachevé un peu tous ces vents mauvais. Il y a eu un tsunami d'une ampleur inégalée qui a frappé les côtes du Sri Lanka, les côtes de l'Inde, les côtes de la Thaïlande, et ce tsunami qui a provoqué à l'époque la mort de 250 000 personnes. Alors on parlait déjà d'Amazonie, l'Amazonie qui était déjà en proie à une déforestation frénétique. On a commencé à s'y inquiéter, et ça devenait alors le symbole de ce fameux poumon vert qu'il fallait protéger. Mais les mots du président Chirac, qui avaient été prononcés 2 ans auparavant, en 2002, à l'occasion du sommet de la Terre, n'ont pas semblé produire l'électrochoc qui était escompté. Souvenez-vous, il avait dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et à cette époque, on a continué à regarder ailleurs. Et 20 ans plus tard, où en sommes-nous? Où en sont les artistes dans cette manière de s'emparer de cette actualité, de ce monde? Alors 20 ans plus tard, je ne veux pas être trop pessimiste, mais je crois qu'on n'a toujours pas tiré les leçons de ce passé proche. Combien faudra-t-il de cris d'alarme scientifiques de plus en plus apocalyptiques pour que l'humanité comprenne qu'en éradiquant la vie sur Terre, elle programme aussi son autodestruction? Cette biodiversité est essentielle à notre existence. Nous la saccageons toujours un peu plus pour satisfaire les besoins d'une population passée en l'espace de 20 ans de 6,4 milliards à plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui. 1,6 milliard. Le temps est compté, mais les dérèglements climatiques se sont aggravés depuis 2004. Juste les incendies. Ils ravagent chaque année 3 millions d'hectares de plus, soit une superficie équivalente à celle de la Belgique, qui disparaît chaque année. Les vagues de chaleur, on le voit de plus en plus, qui étaient rares, sont désormais habituelles. Ça réduit la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Et ça expose des millions de personnes aujourd'hui à une insécurité alimentaire aiguë. Alors tous les rapports soulignent que nous nous dirigeons vers une hausse des températures de plus 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Des prévisions qui sont d'autant plus inquiétantes que dans le contexte géopolitique, vous le voyez depuis 1 an maintenant, énergétique, économique, tout ça se tend dangereusement. Alors c'était hier, c'était en 2004, mais vous parliez des auteurs et des photographes. Effectivement, comme le disait Jacques tout à l'heure, je crois que le Festival Photo La Gacilly a toujours creusé un sillon depuis 20 ans, dont il n'a jamais dévié depuis cette création. Alors à l'heure où nous célébrons effectivement nos 20 ans d'existence, nous avons toujours cherché à faire prendre conscience par la force de la photographie de ce lien vital qui unit les hommes à leur terre, à notre unique terre, on n'en a qu'une. Ne pensons pas de passer à l'au-delà, il faut préserver ce qu'on a déjà. Et nous sommes restés à la Gacilly, le réceptacle de la beauté d'une planète malmenée, pour continuer d'alerter sur les dangers qui nous guettent, pour réveiller nos consciences et pour garder intacte notre capacité d'émerveillement. Stéphanie l'a dit, c'est une aventure qui n'aurait jamais vu le jour sans le regard de plus de 300 artistes que nous avons accueillis depuis notre première édition, et qui ont tous en commun cette recherche de l'image vérité, cette recherche d'une profonde empathie pour ce qui est du miracle de la vie. Ils ont tous leur sensibilité, ils ont tous leur révolte, leur douceur, leurs espoirs, mais ils ont tous participé à notre histoire et ils l'ont construite à nos côtés.
Alors, quelle direction va prendre la programmation de cette année? Alors cette année, vous avez vu depuis plusieurs années, on n'aura pas de double programmation. Vous savez, où on avait un pays ou une région du monde qu'on mettait en exergue avec une thématique environnementale. Non, pour cette année exceptionnelle de nos 20 ans, on a souhaité faire la part belle aux travaux des grands maîtres de la photographie environnementale, mais également aux nouvelles générations d'artistes qui ont le souci justement de faire cohabiter durablement le genre humain avec ce milieu naturel, comme je vous le rappelais. Alors sur les questions fondamentales que sont l'urbanisation, la biodiversité, les ressources naturelles, les pollutions, le réchauffement climatique, nous allons tenter d'apporter avec ces photographes, images à l'appui, sinon des solutions, au moins des pistes de réflexion pour continuer à garder nos yeux ouverts sur le monde. Alors les artistes nous éclairent, les artistes, les photographes renvoient dans le miroir de leur objectif la réalité d'un monde qui ne tourne plus rond. Ils nous éveillent aussi à apprécier le beau. Notre festival continuera donc à s'ouvrir à leurs interrogations, à leurs témoignages d'une terre éprouvée, à leurs interprétations d'une société en mouvement, mais aussi à nos désillusions, à nos transformations, à notre volonté justement de transmettre avec délicatesse cette nature que nous avons reçue en héritage. Justement, ça me permet de faire la transition et donc de vous proposer d'appeler les premières photos pour présenter la programmation. Pour quelles raisons vous avez fait le choix de cette nature en héritage? Qu'est-ce que vous entendez dans ce titre? La nature en héritage, malheureusement, il est temps d'y songer, la nature s'en va. La plupart des grandes étendues boisées se sont resserrées. On le voit en Indonésie, en Amazonie, en Europe aussi, où des arbres de vie sont abattus sans respect et malheureusement sans regret. Les espaces de biodiversité sont des foyers de vie qui répandent leurs bienfaits. Ces foyers de vie doivent être protégés, respectés, ne jamais être livrés à nos besoins parfois égoïstes ou aux caprices d'une surindustrialisation irrationnelle. Ces espaces appartiennent à nos descendants, comme ils ont appartenu à nos ancêtres. Ils sont des temples, des sanctuaires de silence, des sanctuaires de rêverie. Ce sont des jardins de régénération et on en a tous besoin au fond de notre être. Oui, on a tous besoin d'un Éden pour Horizon. Je me souviens d'un temps, mes parents et moi-même, peut-être dans nos jeunesses, où on avait un peu un arc-en-ciel en tête, comme cet oiseau. On avait foi en l'avenir, on avait foi dans le progrès, nos rêves étaient bercés d'utopie. Mais je crois qu'en ce 3e millénaire, il faut faire attention, en ce début de 3e millénaire, parce que toute cette couleur a viré au gris, une sorte de gris sans âme, une sorte de gris sans espoir. Et attention que nos cerveaux ne prennent pas la couleur de la nuit. Il faut, je crois, retrouver justement ce bleu des nuits célestes, cet orange des aubes d'été, le vert naissant des printemps, le rouge des passions, retrouver ces teintes éclatantes, comme celle de la photographie, comme celle de notre oiseau, de cette année pour cette affiche, pour éveiller justement en nous le sens du merveilleux. Essayons de réenchanter le monde. Voilà l'enjeu des années futures et celui de notre festival, parce qu'effectivement, c'est la nature en héritage. Et si on ne réenchante pas ce monde, on laissera probablement à nos enfants un monde en gris et en noir. Et ce n'est pas l'objectif. Alors, justement, préserver nos espaces naturels, donc on va parler maintenant de cette programmation. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'immense Sebastião Salgado nous fait l'honneur de revenir cette année à la GACI pour nous présenter son dernier opus, Amazonia. Alors, pendant 6 ans, Sebastião Salgado a sillonné cette région tropicale de son Brésil natal, la forêt, les cours d'eau, les montagnes, les derniers peuples indigènes qui vivent en harmonie sur ce paradis sur terre, selon les mots de Sebastião Salgado. Et son vœu le plus cher, il l'écrit que d'ici à 50 ans, ces images, comme celle-ci que vous voyez, ne ressemblent pas au registre d'un monde perdu. Alors Sebastião Salgado, on ne le présente plus, c'est un immense photographe, avec son épouse Lélia. Je voudrais vraiment lui rendre hommage, parce que c'est elle qui travaille, qui met en lumière, qui embellit tous les projets de Sebastião. Sebastião est devenu un compagnon fidèle du festival de la GACI, avec lequel, je crois, nous partageons les mêmes valeurs. La dernière fois que nous l'avions exposé, c'était en 2020, en pleine année du Covid, avec Gold sur cette Sierra Maestra et sur cette fièvre de l'or qu'il avait photographiée dans les années 80. Cette fois, avec Amazonia et son talent de coloriste du noir et blanc, parce qu'on a l'impression de revoir des couleurs, même si on ne les voit pas ici,
Il nous emmène dans ce jardin d'Éden de la forêt amazonienne, un patrimoine naturel hors du commun, avec l'une des plus fortes concentrations de la planète en espèces botaniques, parmi lesquelles 16 000 essences d'arbres et d'innombrables plantes aux vertus médicinales remarquables. Alors cette densité végétale sans équivalent permet à la forêt amazonienne d'absorber les gaz à effet de serre, de rejeter de l'oxygène. Elle offre aussi un refuge traditionnellement sûr à ces centaines de tribus indigènes dont certaines n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur et que Sebastião a rencontré. Alors, pour telle exposition sous la forêt amazonienne, il fallait un écrin, donc nous proposons cette exposition au labyrinthe végétal, forcément, pour être en immersion totale avec la nature. Donc ça, c'était pour l'idée de préserver justement ces espaces naturels, puisque ces milieux végétaux sont menacés. En opposition par rapport à ce qu'a montré Salgado, on aura le travail de Maxime Richer, qui est un photographe français. Maxime Richer s'est rendu à Paradise, paradis. C'est une localité californienne qui porte très mal son nom. C'est vraiment pas le paradis. Depuis que la ville a été ravagée par le feu, par les feux de forêt. Alors il a une écriture photographique, comme vous le voyez, où les paysages prennent un peu la couleur de l'embrasement. C'est un procédé technique qu'il a développé, où les portraits de celles et ceux qui ont tout perdu, sont réalisés sans phare. Il nous révèle en fait toutes les blessures de la terre. Alors, petit rappel de ce qui s'était passé. Vous voyez maintenant dans l'actualité tous ces feux de forêt qui existent en Californie. Le premier, c'était en 2018, en novembre 2018, dans le comté de Butte, en Californie. Et Camp Fire a été l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de cet État américain. Ça a détruit en 18 jours 620 km² de forêt. Ça a détruit 13 500 maisons. Et dans la ville de Paradise, qui se trouve sur les contreforts de la Sierra Nevada, la ville a été entièrement ravagée par les flammes qui ont tué 85 personnes parmi les 26 000 habitants. Rebelote 3 ans plus tard, c'était en juillet 2021, dans le même comté de Butte. Ça a été le méga-feu. Maintenant, on parle de méga-feu dans le monde. Avant, on ne parlait pas de méga-feu. Ça, c'est une appellation assez récente. Le méga-feu Dixie Fire s'était déclenché. Il y a eu 300 maisons détruites. Il y a eu des morts parmi les pompiers. Ça a été un brasier gigantesque et le bilan matériel s'est élevé à plus d'1 milliard de dollars. Alors, dans ce projet, le photographe Maxime Richer ne témoigne pas tant des incendies en tant que tels. On ne voit pas spécialement les flammes, mais plutôt de l'après. Qu'est-ce qui se passe après ? De ce qui se passe quand il faut que la vie reprenne, parce que la vie reprend toujours. Alors c'est une exposition qui nous raconte autrement cet état de Californie, où la sécheresse causée à la fois par l'accélération du réchauffement climatique, mais aussi par une gestion déplorable des ressources en eau, rend la saison des feux de forêt de plus en plus précoce. Et c'est un phénomène aussi qui présage de ce qui peut arriver chez nous, parce que c'est pas toujours à l'autre bout de la planète que ça se passe. Souvenez-vous, l'été dernier, avec les feux de Gironde qui ont ravagé les alentours de la dune du Pilat en France. Et d'ailleurs, peu de journalistes sont revenus sur place pour essayer de voir qu'est-ce qui s'y passait. Alors c'est une exposition qui verra le jour grâce au soutien et à l'expertise des laboratoires CEWE. Troisième exposition pour préserver, protéger notre milieu naturel. Protégeons nos arbres, rendons-leur hommage. C'est le travail de toute une existence, c'est celui de Beth Moon, qui est une photographe américaine, qui au fil des années a parcouru le monde, justement, à la recherche de ces géants de bois. Alors, elle en a photographié des centaines. On a fait une petite sélection. Mais qu'est-ce qui fait qu'un arbre va capter l'intérêt de cette photographe Beth Moon ? Alors, il faut qu'il remplisse cet arbre au moins l'un de ces 3 critères. Le premier, une taille démesurée, comme celui-ci, un vieil âge, ou bien une histoire et un passé remarquable. Alors pour trouver les candidats qui sont dignes de passer devant son objectif, pour leur tirer le portrait, Beth Moon, qui est exposée dans tous les plus grands musées à travers le monde, elle dévore des livres d'histoire, elle lit des ouvrages de botanique, elle lit des articles de journaux qu'elle peut trouver, et puis elle va interroger les voyageurs qu'elle rencontre pour essayer de dénicher la perle rare. Et la plupart des arbres dont elle tire le portrait sont loin de tout, ils ne sont signalés par aucun panneau, aucune indication. Ils ont survécu justement à cause de leur isolement ou grâce à la présence d'une aire protégée ou d'un parc naturel. Certains sont des espèces uniques et remarquables. C'est le cas, vous le verrez dans l'exposition à partir du mois de juin, du dragonnier de Socotra qui est endémique de cette petite île du Yémen, qui est aussi appelé l'arbre au sang du dragon. Et ce sont encore les pins de Bristol Cone en Californie, dont certains ont poussé il y a plus de 40 ans.
Donc cette exposition à partir du mois de juin sur les arbres. Et je tiens à remercier Arnaud Adida et la Galerie A qui nous ont aidés justement dans la réalisation de cette exposition. Un autre axe dans cette nature en héritage, c'est la préservation de la biodiversité. Que peut en dire, Cyril, la photographie et comment peuvent agir les photographes sur cette question? Alors, il y aura 3 expositions pour justement protéger notre biodiversité. 3 expositions, l'une de Brent Stearton, une autre d'Alan Schroeder et une dernière de David Doubilet. 3 grands maîtres de la photographie. Alors, et 3 expositions pour justement mieux comprendre ce combat essentiel de la protection de notre biodiversité. Alors, en arpentant pendant des mois la réserve naturelle du Pantanal, le dernier sanctuaire des jaguars, Brent Stearton, qui est aussi un compagnon de route du festival, nous livre des images d'une beauté stupéfiante, mais aussi d'un Éden qui est menacé par la déforestation et les feux de forêt. Alors, la réserve du Pantanal, les gens la connaissent peut-être pas très bien. Elle fait quand même 200 000 km², c'est-à-dire presque un peu, on va dire, un gros tiers de la surface de la France. Ce sont des terres qui sont gorgées d'eau, c'est une des plus grandes zones humides de la planète, et c'est une si vaste zone humide de la planète qu'au XVIIe siècle, les explorateurs qui étaient venus étaient persuadés qu'ils avaient trouvé une mer intérieure en plein cœur du Brésil, parce que ça se trouve en plein cœur du Brésil pour l'essentiel, avec une superficie qui déborde sur le Paraguay et la Bolivie voisine. Alors, le bouleversement climatique que connaît notre planète a eu sur cette zone des effets beaucoup plus immédiats et spectaculaires qu'ailleurs. En 2020, c'est vrai qu'il y avait le Covid, on a oublié un petit peu aussi les feux. Une saison sèche a été si sévère en 2020 qu'elle a entraîné une vague d'incendies dévastateurs qui ont ravagé près de 30% de la surface du Pantanal. 30% sur 200 000 km². Le bilan a été vertigineux. Il y a eu plus de 17 millions d'animaux qui ont péri dans les flammes. Et parmi les principales victimes de ces feux dramatiques, les derniers jaguars de la planète, dont on estimait la population avant 2020 à environ 400 spécimens. Alors, je me souviens d'avoir dit à Brent Stearton, quand ce reportage a été réalisé et commencé, pourquoi réaliser? Parce que c'est une production inédite que vous verrez à la GACI, puisque cette production a été réalisée en partenariat avec la Fondation Yves Rocher. La Fondation Yves Rocher qui a financé ce reportage dans le cadre de sa nouvelle campagne photographique intitulée « Au nom de la biodiversité » sur justement ces sanctuaires à préserver. L'année dernière, vous aviez le travail de Mélanie Wenger qui était le premier opus de cette campagne photographique. Elle avait travaillé sur les terres australes et l'Antarctique française. Et le deuxième opus était sur le Pantanal. Et donc moins de 400 spécimens sur 200 000 km². Et je me souviens d'avoir dit à Brent, écoute, l'idéal, ça serait quand même, si t'arrivais à avoir des jaguars, ça serait quand même assez fort. En fait, il s'est tellement concentré, parce qu'il y a passé plusieurs semaines sur place, qu'il nous a ramené des images mais hallucinantes de ces jaguars, parce que c'est très difficile d'en voir, et dont celle-ci, qui est absolument sublime. C'est un photographe exceptionnel, et on est très heureux de continuer cette campagne avec lui. Alors, je le disais, Brent Stearton, mais aussi Alan Schroeder. Protéger notre biodiversité, c'est une nécessité absolue. Et Alan Schroeder en fait le triste constat en Indonésie. Il s'est intéressé à la sauvegarde des orang-outans, qui sont menacés d'extinction par la disparition de leur habitat naturel. L'orang-outan, vous le voyez, il est tellement beau. Et c'est notre plus proche cousin. Les gens ne le savent pas, mais son nom, orang-outan, dans la langue locale, ça signifie d'ailleurs l'homme des forêts. Et on partage avec l'orang-outan, nous les humains, 97% de notre ADN. L'orang-outan est apparu sur la planète il y a 13 millions d'années. Les Homo sapiens que nous sommes, nous avons foulé la Terre il y a seulement 300 000 ans. Donc ils ont une belle antériorité sur nous. Et pourtant, aujourd'hui, il reste moins de 14 000 spécimens encore vivants. Et ce grand singe est menacé d'extinction. Alors la cause de cette disparition, je vous l'ai dit, c'est l'épuisement et la fragmentation de la forêt tropicale, une agriculture intensive, une exploitation forestière et minière, la construction de routes, une urbanisation massive. Tout ça a réduit à peau de chagrin leur habitat naturel. Et malgré de nombreux efforts qui ont été déployés pour essayer d'amoindrir les impacts sur notre biodiversité, l'homme a mis en danger la survie de l'espèce la plus proche de lui. Alors Alan Schroeder, lui, s'est passionné pour ces créatures. Il s'est lancé corps et âme dans un long travail sur cette espèce et sur ceux qui essayent de la sauver. Un long travail parce que ça fait près de 6 ans qu'il travaille sur cette histoire-là. Il a déjà
obtenu 2 World Press avec cette histoire-là, ce qui est quand même assez formidable. Et il y a 3 chapitres où il présente cette exposition pour nous raconter dans une sorte de course contre la montre ce combat acharné que mènent certaines associations en Indonésie pour tenter de sauver ces primates. Alors, il continue ce travail. Et Alan Schroeder, c'est le lauréat. Vous savez qu'on est associé au festival Visa pour l'image, justement pour un prix. Visa pour l'image qui a lieu à Perpignan tous les ans au mois de septembre. Et Alan Schroeder, c'est le lauréat 2022 du prix de la Fondation Yves Rocher, en partenariat avec Visa pour l'image. Il a reçu une bourse de 8 000 € justement pour prolonger son travail. Et ça lui a été remis. Donc il a travaillé pendant 4 mois, du mois d'octobre à la fin du mois de décembre. Et pour la première fois, son travail sera présenté dans la totalité. Lui s'est intéressé cette fois-ci, pendant ces 4 mois-là, justement aux causes de la disparition des orang-outans. Donc il est allé sur des terres, justement, pour montrer toutes ces images de déforestation. Alors, autre... pardon. Il y a Doubilé, il en manque un. David Doubilé. J'ai oublié David Doubilé, pionnier de la photographie sous-marine. Donc, qui nous offre dans une rétrospective inédite ces plus beaux clichés du monde du silence. Alors, l'exposition s'intitulera « Les voix de l'eau ». Pourquoi on s'est intéressé à ce monde du silence? Parce que, comme pour les galaxies, l'océan serait encore un mystère total sans le pouvoir magique de la photographie. On arrive à montrer les étoiles et ce qui se passe au-delà de notre planète, mais grâce à la photographie, on arrive à savoir ce qui s'y passe en dessous, sous nos pieds, sous l'eau. Alors c'est pour cette raison que le rôle de l'un des pionniers de la photographie sous-marine comme David Doubilé devrait être salué le plus souvent possible. Il a commencé à l'âge de 10 ans à photographier. Il a travaillé pendant plus de 50 ans pour le National Geographic. Il a travaillé avec le capitaine Cousteau, avec le commandant Cousteau, avec la Calypso. Il fait partie justement de cette poignée de photographes qui ont permis au grand public de découvrir un monde jusque-là secret, qui était plongé dans l'obscurité, où l'homme n'est finalement qu'un invité très temporaire. Alors, il a participé à une énorme campagne de sensibilisation. C'est grâce à lui que, tout au début, on a montré la fragilisation de la banquise avec l'accélération du réchauffement climatique. Il avait fait un travail qui avait été marquant et qui avait permis d'avoir des lois internationales comme cette très controversée chasse aux dauphins de Taiji et Futo au Japon. Et il fallait, pour ces 20 ans, justement, rendre hommage à cet homme qui a ouvert la voie à des très grands noms aujourd'hui de la photographie sous-marine, des grands noms que nous avons déjà parfois exposés, comme Paul Nicklen, comme Laurent Balesta ou comme Greg Lecoeur. Alors, vous vous intéressez aussi à la société, à sa compréhension. Et là, sujet complexe, qu'avez-vous demandé aux photographes dans ce monde qui est compliqué, qui est mouvant, qui est fait d'inattendu et de tragique, donc qui n'est pas toujours très lisible et très compréhensible? Exactement, tout est extrêmement bien résumé, donc je n'ai plus rien à dire, on va passer à la question suivante. Non, comprendre notre société, effectivement, c'est un vaste thème, surtout avec quelques expositions, d'essayer de comprendre notre société, c'est pas facile. Mais on va essayer de la résumer. Alors le premier, pour comprendre notre société, c'est dans le cadre de cette commande qui est réalisée avec le soutien du conseil départemental du Morbihan, fidèle compagnon de route aussi du festival, le conseil départemental du Morbihan. Donc c'est la jeune photographe Lorraine Turcy, qui s'est intéressée à ceux qui vivent en mer, elle a embarqué avec les derniers pêcheurs de l'Orient, qui témoignent d'un métier éprouvant dans la fureur des éléments. Moi, j'ai été totalement subjugué par le travail qu'a fait Lorraine, qui est partie au mois de décembre, en plein moment des tempêtes et des grandes tempêtes qui avaient lieu. Elle a embarqué. Et elle a ramené des images qui, sincèrement, sont époustouflantes. Je crois que depuis Anita Conti, depuis une 60aine d'années, je n'avais pas vu d'aussi belles images de la photographie en mer et des photographes pour montrer le travail de ces marins. Alors, son travail a consisté à rendre hommage justement à ces loups de mer, à ces capitaines ad hoc du quotidien. Dans ces photos, on voit le manque de sommeil, la perte de repères, une cadence de travail infernale, l'évolution dans un environnement hostile et imprévisible. Lorraine Turcy a embarqué sur 2 navires, le Dolmen, qui était un chalutier flambant neuf, et puis le Mengwen, qui est un chalutier qui est vieux de 35 ans. Tous les deux mouillent à Quai-Romain, le port de pêche de l'Orient. Alors, en accompagnant au plus près ces marins, jusqu'à faire partie de l'équipage, elle a réalisé des images qui sont si proches de son sujet que, sincèrement, quand vous vous mettez en impression, quand vous viendrez en mois de juin et vous mettrez devant ces photographies, vous pourrez presque sentir l'odeur des embruns, l'odeur du gazole, l'odeur de la rouille, l'odeur du poisson, l'odeur des fumées de cigarettes. Ils fument beaucoup, les pauvres. Et ce travail est celui de survivance, d'un savoir-faire, d'un patrimoine même. C'est le récit simple mais grandiose de ceux qui vivent en mer.
dont je remercie le conseil départemental du Morbihan d'avoir cru en cette histoire. Je remercie aussi Jean Piel et le comité des pêches maritimes du Morbihan qui nous ont beaucoup aidés à convaincre les pêcheurs et sans qui ce travail n'aurait jamais pu voir le jour. Toujours dans cette comprendre ce monde, alors là on va partir dans une autre écriture photographique qui n'a rien à voir, c'est celle de Luca Lonzi. Luca Lonzi, lui, il brouille un peu nos consciences en dévoilant dans ses essais photographiques cette folie des hommes qui idéalisent la nature. On est tous là comme ça, on idéalise la nature, et puis finalement on l'efface au fil du temps. Alors il y a 3 séries qui vont composer cette exposition, et le photographe brésilien, car Luca Lonzi est brésilien, il crée des essais qui soulignent justement le caractère silencieux et statique de la photographie. Il y a une série qui s'appelle Still Life, où il va montrer à la manière des naturalistes du 19e, ces oiseaux qui sont de toute beauté. Et en fait, il nous amène aussi à des réflexions philosophiques sur la vie, sur la mort. Il nous montre surtout le besoin impérieux que nous avons de devoir préserver une nature qui disparaît inexorablement sous le joug des hommes. Avec ces 2 autres séries, il y a 2 autres séries qui sont présentées à la GACI. Celle-ci, vous voyez la photo qui s'appelle Movimento Estatico, et une autre qui s'appelle Elfa City. Ce sont des autres réflexions que soulève l'objectif du photographe, des réflexions sur notre monde, qui semblent sans arrêt osciller entre une urbanisation galopante, là on est dans une sorte de photo de rue avec son écriture si particulière, et une volonté de protéger, de préserver des espaces naturels, de plus en plus en danger. 3 séries donc, pour 3 espaces-temps. Espace-temps, c'est le nom de cette exposition. Mais aussi 3 écritures photographiques qui sont radicalement différentes, pour 3 démarches qui sont totalement distinctes. Et ce sont des exercices pour lesquels le photographe, qui est plus aussi un artiste, a dû à chaque fois se réinventer pour nous permettre justement de voyager dans ces 3 dimensions. Et comprendre nos sociétés, on a plein de débats en ce moment, on pourrait se poser la question, et si notre sursaut, finalement, dans ce monde de brutes, n'allait pas venir des femmes. Alors Nadia Feruki, qui est une infatigable voyageuse, elle s'est penchée de l'Inde au Kenya à ces sociétés matriarcales qui, en bouleversant l'ordre établi, ont su développer un monde plus harmonieux. Société matriarcale, alors le droit à l'éducation que nous avons aujourd'hui, le salaire, l'autonomie, la représentation politique, le droit à la contraception, tout ça, ce sont quelques-uns des droits que les femmes ont arrachés depuis le XVIIe siècle, après d'âpres luttes, au cœur des différentes sociétés patriarcales qui dominent le monde. Mais il existe aussi des sociétés peu nombreuses, qui fonctionnent autrement, depuis la nuit des temps, des sociétés où certains pouvoirs clés, tels que la gestion des richesses, l'organisation des cérémonies, des arbitrages importants qui concernent la famille ou le village, les héritages, c'est plus le droit à l'homme, mais le droit à la femme, et tout ça se retrouve aux mains des femmes. Et ce sont des sociétés qui maintiennent leur spécificité malgré leur environnement patriarcal dans le pays, sans pour autant représenter un régime inverse, c'est-à-dire la domination des femmes sur les hommes. Elles ont un modèle qui devrait nous faire réfléchir, et nous sommes aujourd'hui en plein dans ces débats de société qui font l'actualité. Et il existe une constante dans tous les groupes que la photographe Nadia Feruki a rencontré depuis 2007, ça fait 15 ans qu'elle s'intéresse à ce phénomène, au cours de toutes ces longues années de travail, c'est que par l'exercice de leur pouvoir, les femmes prennent grand soin de garder justement ce juste équilibre en intégrant les hommes sans jamais les dominer. Et comme je vous le disais, ça devrait peut-être faire réfléchir ceux qui jurent que le système patriarcal ou qu'un pouvoir hégémonique d'un sexe sur l'autre est la seule et unique façon de vivre ensemble. Alors, comprendre le monde, nous découvrirons aussi le travail si poétique d'Evgenia Arbourgaeva sur ces terres froides et hostiles de l'Arctique que les humains s'évertuent à vouloir coloniser. Alors pour ceux qui suivent l'actualité cinématographique et qui sont des couches-tard, ou plutôt des lève-tôt, Evgenia était présente dimanche soir dernier sur la scène d'Hollywood, puisqu'elle était nominée aux Oscars dans la catégorie des courts-métrages documentaires pour son film Howl Out, justement sur ces terres de l'Arctique. Alors, Evgenia est une réalisatrice de talent, on le voit, est à Hollywood, mais c'est avant tout une exceptionnelle photographe. À la GACI, on présentera son travail Hyperborea. Hyperborea, c'est un voyage au bout de la nuit qu'elle nous offre. Une nuit sans fin, c'est celle de l'Arctique russe, qui peut durer plusieurs semaines sans jamais voir un rayon de soleil. C'est une nuit blanche aussi, avec ces effets de lumière étranges qui embrasent le ciel, d'où ce titre qui est tiré de la mythologie grecque, Borée, c'est le vent du Nord.
Hyperboréens, c'est ceux qui vivent au-delà des souffles du froid de Borée. Alors avec le travail d'Evgenia Arbogaeva, qui est une photographe russe, qui a grandi justement en Sibérie, dans la ville portuaire et très isolée de Tixi, sur les côtes de la mer de Laptev, on partira à la rencontre de ces hyperboréens que nous découvrirons. C'est un travail au carrefour du documentaire, mais aussi d'un réalisme magique qui nous montre la fragilité, la résilience de la terre arctique et de ses habitants. Evgenia utilise une grammaire visuelle qui est un peu empruntée effectivement au photojournalisme, mais elle renvoie en permanence à la fable, au mythe, et elle montre ces liens ineffables entre le ciel et la terre, entre la lumière et l'obscurité, entre la nature et la culture. Et puis, pour comprendre ce monde, nous montrerons aussi avec Métropolis, les différentes facettes de cette inexorable urbanisation qui a été brillamment captée par l'œil du photojournaliste Pascal Maître. Pascal Maître, également un compagnon de route, lui aussi, de notre festival. Alors pourquoi Métropolis? Parce que selon les Nations Unies, 2 humains sur 3 vivront dans une zone urbaine d'ici à 2050. Et d'après ces mêmes experts, la planète comptera 43 villes de plus de 10 millions d'habitants, contre 23 aujourd'hui. Alors la ville est-elle le futur de l'homme? Sans doute. Aujourd'hui, les villes se sont développées partout sur le globe, dans les campagnes les plus propices à la vie, comme dans les coins les plus inhospitaliers. Le Caire, c'est la plus grande zone urbaine d'Afrique. On est aux portes du désert. On a la Rinconada, au Pérou, qui culmine avec ses 50 000 habitants à plus de 5 000 mètres d'altitude. On est plus haut que le Mont Blanc. Et en fait, dans tous ces nombreux périples depuis 30, 40 ans, Pascal Maître a traversé toutes ces villes. C'est une figure incontournable du photojournalisme en France comme à l'international. C'est un génie de la couleur, comme vous pouvez le voir sur cette image à Kinshasa. C'est un génie de la lumière et il a toujours réussi à capter justement l'âme de ces cités. Il les explore à l'occasion de ses reportages. Et on va se balader à Kinshasa, on va se balader à Kaboul, on va se balader à Agadez, qui est la ville des migrants, à Memphis, qui est la capitale du blues et de la culture afro-américaine. On ira aussi dans la chaleur caniculaire de Mogadiscio. Et à chaque fois, ce qui est intéressant avec Pascal, c'est que son regard transforme toutes ces villes en des personnages à part entière et il nous fait le portrait de ces personnages et de ces villes. Alors malgré tout, puisque certains des sujets sont assez pessimistes, il peut comme y avoir de l'espoir, la possibilité d'imaginer le monde de demain. Comment s'imagine-t-il par la photo? Alors, imaginez un monde pour demain, on ne va pas être pessimiste, mais c'est certainement pas celui de Cassio Vasconcelos que nous désirons. Cassio Vasconcelos, il va nous montrer cette année à l'Agassiz une fresque époustouflante. Là, ce que vous voyez, c'est un tout petit fragment de la photographie de Cassio Vasconcelos. En fait, on va avoir une fresque qui fera 15 mètres de long sur une seule et même image. Et cet artiste brésilien a minutieusement composé tous les méfaits de notre surindustrialisation, avec les supertankers, les avions, les automobiles, tout ce que nous abandonnons et que nous jetons après utilisation. Alors Cassio Vasconcelos, comment peut-on le décrire? C'est un peu un fou talentueux de la photographie, c'est un explorateur de l'image. Et on l'avait déjà exposé en 2020 lors de notre édition sur l'Amérique latine et sur Viva Latina. Et la précédente exposition qu'on avait montrée en 2020, cette gigantesque image, c'est pas une image réelle, malgré tout. Ce qu'il aime créer, Cassio Vasconcelos, ce sont des œuvres qui sont toujours à la frontière entre la réalité et la fiction. Alors celle-ci ne fait pas exception, elle a été baptisée Over. C'est un montage, en fait c'est un montage de milliers d'images qu'il a prises lors de ses voyages au-dessus des décharges de Sao Paulo, de cimetières d'avions aux États-Unis, un peu partout. Cette image, c'est l'aboutissement d'un processus consistant à modifier le réel pour nous interpeller sur nos modes de consommation. Chaque bout de carlingue que vous voyez, chaque voiture, chaque élément a été détouré à la main par Cassio Vasconcelos. Il a passé 2 ans, 2 ans dans son bureau, 2 ans derrière son ordinateur. Donc il a tout détouré à la main, il a même recomposé les ombres que vous voyez, des objets, pour être ensuite assemblé, il a tout assemblé comme un immense puzzle. Alors c'est un incroyable travail de fourmi, puisqu'il a fallu également gérer la portée, comme je vous l'ai dit, de chaque ombre, par rapport à la position artificiellement choisie du soleil. Alors ici, over, ça signifie excès,
excès de tout, des objets que nous produisons, de nos déchets, du bruit, des proportions, de l'espace. Mais c'est aussi ce titre qui représente aussi le survol, la vue du dessus. Donc prenons un peu de hauteur par rapport à ces mauvaises images. Alors ce monde de demain, ce n'est pas non plus celui que nous montre l'artiste délirant Sacha Goldberger, qui est un artiste français. Lui, il imagine avec humour une Terre qui est attaquée par des aliens, après qu'ils aient épuisé toutes les ressources de notre lointaine planète. Sacha Goldberger, c'est un ancien directeur artistique dans la pub. Il avait repris des études de photographie au Gobelin en 2008, et hop, il a changé de carrière. Depuis, aujourd'hui, il crée des séries photographiques pour lesquelles il met en œuvre des moyens logistiques délirants, des moyens techniques délirants qui sont dignes de production cinématographique. C'est du Hollywood dans ce qu'il fait. Et cette œuvre que nous présenterons, c'est Alien Love. En fait, Alien Love, il y a 2 séries. La première est en noir et blanc, I Want to Believe. Alors, il m'imagine un petit Roswell, un petit alien, qui a épuisé sa planète. C'est la sécheresse, on voit des images de sécheresse, et puis Roswell a tout éliminé, il a tout bouffé, c'est un peu une métaphore de ce qui peut se passer en ce moment chez nous. Et à un moment, il envisage de partir, de quitter, de bouger, il est tout seul sur cette planète, et il en cherche une autre. Donc il en cherche une autre, et c'est la seconde série, qui s'appelle Extra-Extraterrestre, dont est issue cette photo. Et en fait, il se pose la question, et si la Terre avait été réellement attaquée par Roswell et des ustensiles de cuisine que vous voyez là-haut, dans les années 50. En fait, on n'est pas loin de la zone 51, où Roswell avait prétendument été aperçu. Et donc Roswell se débarque sur Terre, il a trouvé une nouvelle terre d'accueil, il est perdu au milieu du désert de Joshua Tree, et les hommes ne vont pas faire de vieux os, ils sont tous transformés en cactus dans son histoire, avec un séchoir à cheveux, qui est quand même qui n'est pas évident. Et puis il va laisser le champ libre à cet extraterrestre. Les hommes vont finir par s'entretuer, les femmes aussi, pour ce petit homme vert. Et puis il va commencer à essayer de s'installer sur Terre. Et puis à un moment, il va repartir sur une autre planète. Donc c'est un peu aussi une métaphore de ce monde de demain, mais c'est très loufoque, mais c'est très beau, c'est très fort, et c'est quand même assez marrant, et ça fait du bien aussi de rire un peu. Et il faut que j'accélère, mon titon. Donc bon, il est plus vraisemblable en fait que les clichés qui sont réalisés par Luca Locatelli dessinent vraiment les contours de notre avenir, avec un monde qui est parsemé de fermes verticales, des villes futuristes, conçues dans le souci des énergies renouvelables, des territoires mieux imaginés. Donc Luca Locatelli nous présente cette exposition. En fait, pour cette série, il l'a débutée en 2011, ça fait 10 ans. Il avait commencé à travailler pour National Geographic, et son travail est entièrement consacré, est inspiré de tous les films de science-fiction, mais ce qu'il essaye, c'est de déclencher chez le spectateur, avec des images réelles de ce monde d'aujourd'hui, qui c'est déjà demain, il essaie de nous provoquer un débat critique sur l'équilibre précaire de l'humanité, et de contribuer à nous redonner espoir aussi, et surtout, et vous le découvrirez dans le garage cette année. Des déchets, des extraterrestres, des paysages, et l'humain. Dans tout ça, Cyril, qu'en est-il ? Alors l'humain, notre festival défend, Jacques l'a dit tout à l'heure, défend en premier lieu des valeurs humanistes, et certains photographes, chacun ou chacune avec leur approche, dessinent justement ces contours d'une société où les valeurs humaines sont le socle de nos relations. J'aime pas ce terme de vivre ensemble, car il est de plus en plus galvaudé. Mais nous, au festival, on aime cette idée d'un monde plus respectueux, plus en empathie avec les éléments qui nous entourent et qui nous aident à vivre, à prospérer, à nous rendre plus sociables. Alors réinventer notre humanité, n'en doutons pas, quoi qu'il advienne, les humains ont toujours eu cette capacité à conserver cette lueur d'espoir qui, même dans les pires situations, leur permettent de se réinventer, de se surpasser. Alors on va rendre un hommage particulier cette année à David et Peter Turnley. David et Peter Turnley sont 2 photographes américains qui vivent à Paris d'ailleurs, mais qui sont des géants de la photographie. Ils ont traversé tous les soubresauts de notre histoire contemporaine. Ce sont des frères jumeaux. Ils ont des regards si différents pourtant. Et on va fêter cette année à l'Agassiz 50 ans de carrière avec justement ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire cette même empathie pour les femmes et les hommes qu'ils ont rencontrés. Je vous le disais, 2 jumeaux nés dans l'Indiana. Ils ont commencé cette carrière en découvrant un livre de Cartier-Bresson. On était en 1973, ils avaient 17 ans. Et ils ont travaillé sur la petite rue qui se trouvait à côté de chez eux dans l'Indiana, sur McLean Street.
Et puis ils sont arrivés à Paris et ils ont fait une carrière incroyable puisqu'ils sont tous les deux auréolés des plus grands prix, Eugene Smith, World Press, et j'en passe et des meilleurs. Et dans ce qu'on va montrer chacun chez eux avec deux expositions, c'est justement cette empathie, comme je vous le disais, et de rendre hommage à célébrer au chevet de l'humanité au service de la photographie. Donc il y aura une exposition de David Turnley. David Turnley, au plus profond des âmes. On ne va pas montrer ces images d'actualité. On va s'intéresser à 2 travaux qu'il a réalisés. Le premier, c'est celui-ci. C'est le travail exceptionnel qu'il avait fait sur Anna and Flander, qu'il avait réalisé sur 2 ans, entre 1978 et 1980, dans une ferme, près de Détroit, dans le Michigan. Et il avait suivi avec tendresse un vieux couple de paysans, les Hamlin, dans leur vie quotidienne. Il avait documenté la routine, la vie de fermier dans l'Amérique rurale de cette époque charnière. Et puis on aura aussi du même David Turnley une série plus intimiste sur Paris, sur ses habitants. Paris, c'est vraiment la ville dont il est tombé amoureux, comme son frère Peter. Et depuis toutes ces années, depuis 40 ans qu'il est installé quasiment sur Paris, il n'a jamais cessé de photographier les Parisiens, les Parisiennes et l'amour. Et l'amour. Et il y a beaucoup d'amour dans ces images-là. David, c'est celui que vous a montré. Peter, le frère. On s'intéressera à la condition humaine, parce que dans l'humanité, c'est la condition humaine. Peter Turnley, il avait fait il a été un immense collaborateur pour le magazine Newsweek, un magazine d'actualité. Il a couvert pendant plus de 20 ans tous les conflits. Il avait commencé pour Newsweek en 1984, où il couvrait les funérailles d'Indira Gandhi, qui avait été assassinée par ses gardes du corps en Inde. Et il avait voulu montrer aussi toutes les violences qui avaient émaillé ce pays. Ça a été un tournant dans sa vie. Il a travaillé pendant plus de 20 ans. Ce qui est intéressant, il est allé sur la place Tiananmen, il a fait les génocides au Rwanda, il a eu la guerre civile, la famine en Somalie, l'apartheid, la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, les conflits israélo-palestiniens, la guerre de Bosnie, la Tchétchénie, la guerre du Golfe. Il a tout couvert, même le 11 septembre 2001. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a rapporté des images qui sont certes d'actualité, mais pas seulement. À chaque fois dans ses voyages, à chaque fois, ce sont toujours la condition des hommes et des femmes qui subissent cette histoire sur la planète dont il témoigne. On le voit, la détresse des exilés, le regard perdu des gens du Covid, la misère de ceux qui ont tout perdu. Et c'est un étonnant de force que nous avons tous en nous de savoir se relever. Alors les couleurs de ces photos indiquent une époque, certes, mais ce qu'elles montrent n'a pas d'âge. Ça pourrait être pris aujourd'hui dans l'une des trentaines de zones de conflit qui sont officiellement recensées par l'ONU. Autre humanité, Yasuoshi Shiba, qui est photoreporter à l'AFP, l'agence France Presse, qui est aujourd'hui devenu un compagnon de route et un fidèle partenaire de notre festival. Yasuoshi Shiba, c'est l'archétype de ce regard rigoureux mais délicat sur le chaos du monde. Et ces clichés éclairent un peu comme l'actualité, comme des phares dans la tempête. Cette photo, c'est les bains japonais, ça avait été pris pendant le tsunami au Japon en 2011. C'est-à-dire que même dans le chaos, la tradition reprend ses droits. Et c'est ce qui est intéressant dans le regard de Shiba. Et aujourd'hui, Shiba est installé en Afrique. Il a travaillé au départ pour le Asahi Shimbun, qui était un des plus grands quotidiens du Japon. Il s'est installé au Kenya en 2007. Et c'est un homme qui saisit avec brio pour son agence, pour l'AFP, tous les bouleversements du continent africain, qui essuie année après année des épreuves comme celle de la sécheresse endémique, de la violence interethnique, de l'exode rural ou d'une nature en danger. Alors continuons de rêver pour avancer encore et toujours, pour ne jamais éteindre notre soif d'idéal. L'Iranienne Nazli Abbaspour, elle le prouve en scrutant les fantômes enchanteurs de notre passé enfoui. L'Iran, nous avions fait un focus sur ce pays qui, hélas, c'était l'année dernière, qui, hélas, par l'intransigeance de ses gouvernants, n'en finit pas de faire l'actualité. Pour info, les manifestations des femmes pour leur émancipation continuent depuis plusieurs mois maintenant, dans le blackout ou la répression la plus totale. La photo, ce que veut montrer Nazli Abbaspour, c'est que la photo capture le présent, mais que sa magie réside justement dans son pouvoir de nous faire voyager dans le temps. Ce qu'elle a voulu nous montrer, c'est qu'avec de vieux albums de photos de famille qu'elle a retrouvés, que nous avons tous ces grimoires poussiéreux qui sont endormis et qui renferment pourtant des trésors, elle s'est appuyée sur des images surannées, au dos desquelles sont griffonnées quelques légendes,
Et cette photographie iranienne invoque les fantômes du passé pour conjurer l'oubli. C'est une artiste qui a été formée à Téhéran et elle n'arrête pas de relier le présent, le passé, de tisser un lien entre le monde des morts et celui des vivants. Elle fait un dialogue entre hier et aujourd'hui, comme le symbole d'une identité confuse, brouillée par les événements qui continuent de secouer l'Iran contemporaine. Mais il n'y a rien de sinistre dans sa démarche. Au contraire, ce n'est que du merveilleux. Et si elle parvient à nous captiver, à nous emporter dans cette jolie narration, c'est qu'elle explore une époque oubliée, la sienne, celle des autres, et aussi la nôtre. Alors ce monde enchanté et enchanteur, l'ivoirienne Johanna Choumali, elle, l'imagine, en nous plongeant dans un univers imaginaire qui est digne du Petit Prince. C'est vraiment des images qui nous ont tous touchés dans l'équipe du festival, ce travail de Johanna Choumali. Alors c'est vrai que certains artistes aiment explorer les frontières de leur art, ils expérimentent des nouveaux procédés, et les 2 séries de Johanna Choumali qui vont être présentées cette année à l'Agassi sont 2 véritables expériences photographiques qui mettent en lumière aussi une culture, une géographie, et qui nous offrent un résultat émouvant, un voyage au cœur de l'enfance. Dans la première série, qui s'appelle « Ça va aller », Johanna Choumali a voulu se balader avec un smartphone, et c'était juste après une attaque terroriste qui avait eu lieu en 2016, et elle a fait ces images au smartphone, et il y avait tout un trouble psychologique. Les gens, pour la première fois, avaient eu des attentats, ce qui leur n'était pas arrivé. Et pourquoi ça va aller ? Parce que quand on demande quelque chose en Côte d'Ivoire, et on écoute rapidement les conversations, et pour dire comment ça va, on dit ça va aller. Ça va aller. Et il en ressort des impressions aux couleurs pastel qui sont vraiment des images d'espérance. Et la seconde série, comme celle-ci que vous voyez là, qui s'appelle Al-Bayan. Al-Bayan, c'est la première lueur du jour en langanier. En fait, elle a transformé sa préparation matinale, Johanna Choumali, en des sessions de création artistique. C'est-à-dire tous les jours, elle se lève pour aller marcher, elle prend des photos de son environnement, et cet environnement qui se réveille un peu à peu entre 5h et 7h du matin. Et ces images sur ce que vous voyez, elle a superposé un alliage de collage, de broderie, il y a de la broderie sur les photographies, du matelassage, du photomontage, et elle a composé ces fresques qui sont des créations qui sont empreintes d'émerveillement, de désir, de joie, de peine, au carrefour du réel et de l'imaginaire. Et puis, gardons encore un peu de rêve pour la fin. Arnaud, j'y arrive. Ah oui, j'y arrive. Désolé, je m'étais emporté. Donc l'Australienne Vi Pearce, qui nous emporte, elle, dans ses métamorphoses au carrefour de la nostalgie et du contemporain. Alors, Vi Pearce, Karl Lagerfeld disait qu'elle parvenait à montrer la beauté là où la beauté était terriblement absente. C'est surtout une photographe dont on reconnaît une œuvre à 50 mètres, sincèrement. Elle a une écriture tellement spécifique. C'est une portraitiste. Et la sélection qu'on va exposer cette année à l'Agassi est issue de 4 de ses précédentes séries, dont une qui est totalement inédite et qu'on découvrira sur les grands murs du Végétarium. Et elle explore une réflexion par rapport au corps féminin par rapport à son évolution, à sa renaissance et surtout son rapport avec le monde naturel. Vi Pearce n'a jamais eu peur de repousser les limites. Elle nous emmène dans un voyage émotionnel, donc avec ses portraits qui sont étroitement associés aux forces de la nature. Il y a des teintes fanées, surannées presque, qui marque un peu le passage du temps. C'est comme une sorte d'illusion suspendue dans les souvenirs. C'est comme si, dans un drame au milieu duquel l'espoir renaît, comme un phénix de ses cendres. D'ailleurs, il y a une série qui s'appelle Phénix, c'est-à-dire qu'on renaît de ses cendres, on se métamorphose. Et métamorphose, c'est effectivement le titre de cette exposition cette année, puisqu'on assistera à d'éternelles métamorphoses pour 20 ans à venir. Et là, je remercie la Galerie 12 et Valériane Giscard d'Estaing qui nous a permis de découvrir Vi Pearce. Merci beaucoup, Désolé Cyril pour Douvreuil. ce temps un peu long. Hâte de découvrir l'ensemble des photos. Alors, il y a aussi, avec vous, Stéphanie Retire-Secret, un autre public qui est exposé, ce sont les collégiens, parce que c'est la 12e édition du festival photo des collégiens. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler rapidement le concept et puis nous dire ce qu'ils ont fait pour cette édition ? Alors, vous le savez, en effet, depuis 12 ans, parmi les projets d'éducation artistique et culturelle que le festival accompagne, il y a ce programme un peu ambitieux, un peu fou, là aussi avec le soutien du conseil départemental du Morbihan, où 16 établissements des collèges donc, du Morbihan, qui changent chaque année, soit 350 élèves, réalisent une exposition sur une thématique. Alors évidemment, la thématique retenue, la nature en héritage, était assez évidente pour cette édition.
Et donc, il faut savoir que ces élèves, ce sont non seulement eux qui prennent les photos, qui font le choix des photos, l'écriture des textes, des traductions. C'est vraiment un projet global qui est réalisé sur toute l'année scolaire. Susciter des vocations, développer un esprit critique. La photographie comme moyen d'expression ou de réflexion, c'est vraiment tout l'enjeu de toutes nos actions d'éducation artistique et culturelle. Et à ce titre, on mène à l'année d'autres projets, au-delà du festival photo des collégiens. Et là, je pense en particulier à une artiste qui est actuellement en résidence, Marine Galerne, qui est en résidence à l'école Jean de La Fontaine à la Gacilly, sur justement la photographie patrimoniale à travers un fonds photographique et la collaboration qu'on peut réaliser avec l'association Lagacilly Patrimoine. Il y a d'autres projets ambitieux. Là, je pense aussi à Planète 17, une exposition pédagogique itinérante qui croise la question des 17 objectifs de développement durable au travers du regard de 17 photographes et des différentes signatures qui peuvent exister en photographie documentaire, plasticienne et d'autres. Et ainsi, toutes ces actions de médiation, d'éducation, cette offre pédagogique, de découverte pendant les 4 mois du festival, mais finalement aussi toute l'année, eh bien, par exemple, l'année dernière, ce sont 4700 élèves qui ont pu être touchés par nos actions de médiation. Et bien sûr, nos propositions s'adressent également à des publics individuels et d'autres publics de groupe, avec toujours au cœur de notre préoccupation ce souci de l'accessibilité à toutes et à tous. Merci. Et puis on va finir avec Auguste Coudray pour nous parler de ce qui se passe à Baden, puisque pour la 2e édition, le festival est certes à la Gacilly, mais aussi dans cette ville de Baden. Qu'allez-vous y faire ? Tiens. Okay. Là, ça marche mieux, j'entends. Oui, on a vu des actions locales, on passe aussi à l'international et depuis 6 ans maintenant, nous exposons en Autriche, au sud de Vienne, dans une ville qui s'appelle Baden. Et tous les ans, nous réexposons ce que nous avons exposé à l'année N, ici à la Gacilly, est exposé à N+1 dans la ville de Baden. Ce qui veut dire que cette année, Vision d'Orient sera exposée dans cette ville. Même principe, même durée, festival en extérieur, durée 4 mois. Et Baden, maintenant, nous tanne un tout petit peu en termes de fréquentation, puisque depuis quelques longues années maintenant, ils reçoivent également entre 260 000 et 280 000 visiteurs. Un travail de mise en scène qui est juste extraordinaire, et qui nous permet, nous qui avons la chance d'y aller, de redécouvrir nos photos et de les revisiter tellement elles sont magnifiées une nouvelle fois dans les demeures ou en extérieur ou dans les jardins. Donc je salue également les équipes de Baden qui sont en ligne et je leur dis à très très vite parce que nous allons les rejoindre courant été prochain. Donc on est très très fiers d'avoir ce partenariat avec Baden. C'est pour nous l'occasion d'avoir un vrai tremplin pour exporter au niveau européen et au niveau international notre vision du festival, notre mission qui est celle d'émouvoir, de sensibiliser et de partager notre espoir d'un monde responsable. Je crois très fort à cette position à l'international. Merci à vous. Grâce aussi à des acteurs locaux. Alors, un grand merci. Je voudrais qu'on applaudisse également tous ces partenaires sans lesquels, je vous le disais tout à l'heure, rien ne peut se faire. Partenaires, grands partenaires médias, réseaux et également partenaires locaux. Depuis cette année, je tiens vraiment à remercier l'élan de partenaires locaux, c'est-à-dire de la Gacilly et de la Gacilly et les environs de la Gacilly, qui nous soutiennent. Et je crois fortement à cette économie circulaire qui se met en place. Je tiens à saluer 2 des partenaires, nouveaux partenaires, qui nous ont rejoints cette année, dont vous avez pu déguster ce matin les macarons Pierre Morel, et je les salue parce qu'ils sont dans la salle, et le café Lobodis. J'aimerais qu'on les applaudisse très très fort. Un grand merci à vous. Merci Auguste, on a dépassé de 8 petites minutes cette conférence de presse, mais je suis sûr, ou peut-être avez-vous des questions, alors que vous soyez en distanciel, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à passer par le chat pour poser vos questions, ou que vous soyez dans la salle à Stéphanie Retière, Auguste Coudray et Cyril Drouet. Avez-vous des questions, des compléments, des précisions, des demandes d'information? Personne, ils ont été complets, exhaustifs. On a répondu à toutes les questions alors, c'est terrifiant. Et bien donc rendez-vous... Ou alors on les a endormis. Voilà, alors, je pense que vous avez été complet. Des questions peut-être
Pas aux gens qui étaient en distanciel? Non plus. Non plus. Non plus. Bon. Bon, de toute façon, si, dans la salle. Je crois qu'il y a une question. Moi, j'ai une question. Pardon. Alors, c'est plus par rapport à Baden. Pourquoi avoir choisi cette ville? Il y avait déjà un partenariat historique sur le festival photo, ou plutôt que choisir une plus grande ville, en fin de compte? Compagnon de route. Tout simplement parce que Pascal Maître édite ses livres chez l'éditeur qui s'appelle Loïs Lamer-Hubert, qui habite Baden. Pascal a présenté le travail qu'il faisait à la GACI, a parlé du festival de la GACI. Loïs y est venu et y est revenu très rapidement avec le maire de Baden. Tous les deux ont été tellement séduits qu'ils sont venus nous voir, toquant à notre porte et nous disant « Mais écoutez, ce que vous faites là, nous, on aimerait le faire également chez nous. Est-il possible de travailler ensemble ?» Et donc, on a pris le temps de vérifier qui étaient ces gens, de manière aussi à voir si nos valeurs étaient les leurs. C'est ce qui se fait. Et depuis 6 ans maintenant, écoute, nous sommes vraiment très très fiers de ce partenariat qui peut-être donnera envie à d'autres endroits, d'autres villes de faire la même chose. Mais notre volonté à nous, c'est vraiment d'exister aussi au niveau international. Donc voilà, les belles aventures se font en marchant, tout simplement. Et juste pour ajouter un petit peu à ce que dit Auguste par rapport à Baden, c'est vrai qu'il y a une similarité entre la GACI et Baden. Alors bon, c'est autrichien, on est français, on est breton, mais la ville est plus grande, mais on est dans ce même cadre naturel, c'est-à-dire avec des jardins, des forêts à proximité. On est vraiment dans un esprit qui est différent. Baden, c'est à 25 km au sud-ouest de Vienne, de la capitale. On est en pleine campagne, on est en pleine forêt. Et c'était la ville de villégiature des empereurs d'Autriche où ils venaient pour le week-end. C'est une ville thermale, en fait. Et donc, il y a des sources d'eau, il y a des sources très naturelles. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le cadre était assez voisin, quoi, assez proche, et qu'on partageait effectivement ces mêmes valeurs. Donc, c'est un mariage qui s'est vraiment opéré de façon naturelle avec un coup de foudre réciproque. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle ou à distance ? Eh bien, donc rendez-vous à partir du 1er juin pour découvrir les photos, l'ensemble de cette programmation que vous nous avez présentée. Merci beaucoup Jacques Rocher, Auguste Coudray, Stéphanie Retière, Cyril Drouet. Merci à celles qui ont organisé, donc Mélina notamment, la conférence de presse et aux équipes d'Artemisia. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon festival et d'abord une bonne journée. Et merci à toutes et tous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mobiliser les équipes du festival et deuxième bureau qui répondront pour la presse.